se défaire de ces schémas limitants répétitifs? Comment se libérer de ce qui semble constituer un frein et de surcroît se répéter? Alors, qu'est-ce qu'un schéma? Qu'est-ce qu'un schéma limitant répétitif? Eh bien, tout simplement, un schéma de comportement erroné qui limite le déploiement, la réalisation de soi, qui contrarie et qui donne l'impression, entre guillemets, de tourner en rond ou de répéter les mêmes mécanismes, de se retrouver dans les mêmes situations et bien sûr de générer une certaine insatisfaction, frustration, une impression de ne pas avancer dans sa vie. Ça va donner par exemple dans le domaine de la santé le fait d'être toujours dans un même contexte de vie, dans une même façon de fonctionner, lequel contexte, laquelle façon de fonctionner va générer des répercussions de santé, va constituer un inconfort, un mal-être, une maladie, et pourtant de ne pas en changer, de ne pas quitter ce fonctionnement, ce contexte, et ainsi de créer, de générer les conditions de sa santé qui peuvent être plus ou moins satisfaisantes et allant jusqu'à la maladie. Et en recours final, eh bien, d'aller chez le médecin, bien sûr, mais de ne pas forcément remettre en question foncièrement certaines modalités de son quotidien, quelque chose de l'ordre de l'hygiène de vie, de choses qu'il a pourtant plus ou moins été constaté qu'il serait bon de revoir et envers lesquelles nous ne faisons rien, car en réalité dans la balance il y a plus d'avantages que d'inconvénients à rester dans ce schéma de fonctionnement qui est pourtant erroné, qui n'est pas vertueux envers sa santé, que d'inconvénients. Et donc quand nous disons que un schéma de comportement limitant répétitif est plutôt inconscient, oui, il est inconscient jusqu'à un moment donné où il finit par devenir conscient parce qu'il y a justement ces choses qui se répètent et qui finissent par faire se poser des questions. Mais c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas, je me retrouve toujours dans la même situation. Donc ça devient de moins en moins inconscient. Sauf si bien sûr la personne ne souhaite pas prendre conscience, ne souhaite pas véritablement regarder alors qu'elle sait, et donc de dire je ne sais pas, j'ai l'impression que, mais c'est tout, j'ai l'impression que c'est plutôt extérieur à moi, que la vie fait que les circonstances font que, mais tout ça étant aussi une façon de ne pas regarder les choses de manière à se maintenir dans ce fonctionnement, parce qu'une fois encore, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Dans le domaine du travail, ça va donner par exemple ces gens qui restent tout le temps, très longtemps, peut-être toute leur vie, dans un boulot non satisfaisant, dans un travail qui n'est pas épanouissant, dont ils vont se plaindre bien sûr, mais envers lequel ils ne vont pas forcément engager des mesures, des procédures, se former en parallèle et faire le fameux saut, le tremplin vers une plus grande satisfaction de soi dans sa vie professionnelle. Ça va être aussi ces gens au travail qui ne savent pas dire non et qui vont se récupérer un tas de travail parce que le patron, parce que les collègues, eh bien voilà, savent que cet élément est un très bon élément puisque il dit toujours oui à tout et donc on peut compter sur lui, donc on va lui en donner. En réalité, ça constitue, c'est l'expression d'un schéma limitant répétitif puisque cette personne ne sait pas dire non et donc elle va finir par se mettre en difficulté, mais elle ne sait pas comment faire autrement. Et c'est entre guillemets toujours comme ça que ça a été dans sa vie. Ça va donner autre exemple de schéma limitant, par exemple dans la vie amoureuse, dans la dynamique de la vie amoureuse,
ces personnes qui, je pense à une personne en particulier, qui ont l'art d'attirer ou d'aller vers un homme qui va vers une femme, mais finalement toujours vers des femmes indisponibles, complètement indisponibles, parce que mariées ou parce que en couple plus ou moins officiel et non disponible, ou alors d'aller vers des femmes qui sont seules, monoparentales mais parentales quand même, c'est-à-dire avec des enfants en bas âge et donc relativement indisponibles, ou cette même personne qui était allée vers une femme mais qui était assistante maternelle et qui n'était jamais disponible parce qu'elle avait toujours des enfants à la maison, il fallait toujours qu'elle soit à la maison, etc., etc. En réalité, nous générons nous-mêmes ces schémas limitants, car qui dit schéma limitant répétitif dit comportement erroné par rapport à la dynamique de se déployer, se réaliser, s'épanouir dans sa vie, et donc qui implique un certain degré de liberté dans ses choix, dans ses orientations, dans ses relations, etc., etc. Mais schéma de comportement erroné basé sur une croyance. Et c'est cette croyance-là qui n'est pas forcément consciente. Le schéma de comportement, le comportement en tant que tel peut être conscient, mais la croyance sous-jacente car il y a toujours une croyance sous-jacente, n'est pas forcément consciente. Et cette croyance va elle-même se nourrir d'une émotion. Par exemple, la peur. Et donc vous avez ces gens qui, dans cette dynamique professionnelle, ont la peur de l'échec, et qui vont finir quand même par se mettre en échec, ou qui vont finir par s'épuiser de peur d'être en échec, associé à un schéma limitant de se sentir imparfait, et que ce qu'ils font c'est jamais complètement bien, et donc de vouloir tendre vers la perfection, et de ne jamais se poser, de ne jamais se reposer, de toujours en vouloir plus, et finalement de générer des problèmes de santé ou des conflits relationnels au travail par exemple, car là-dessus va se greffer des modalités spécifiques de communication adaptées en termes de relations d'équipe ou inadaptées en termes de distanciation par rapport à une équipe, par rapport à une hiérarchie, parce que là-dessus va se rajouter aussi un profil plutôt de personnes affirmées ou pseudo-affirmées, c'est-à-dire plutôt dans le côté soumission, ou plutôt dans le côté opposition, rébellion. Donc ce sont des gens qui vont se fondre dans la masse et ne jamais trop faire parler d'eux, qui vont plutôt remettre leur pouvoir de décision à vous ou à d'autres qui peut-être savaient mieux, ou ça donne ces personnes qui vont plutôt être leaders dans le meilleur des cas, leaders positifs qui entraînent une équipe avec eux, et parfois ça donne des schémas leaders négatifs qui sont plutôt dans la mauvaise lecture de ce qu'on appelle l'indépendance, c'est-à-dire qui travaillent seuls dans leur coin et qui font abstraction du reste de l'équipe et qui finissent par générer des conflits. Tout ça, ce sont aussi des schémas de comportement erronés, des schémas limitants répétitifs. Tout cela vous évoque, bien sûr, au moins une personne dans votre entourage, que ce soit dans la dynamique santé, que ce soit dans la dynamique professionnelle ou dans la dynamique amoureuse. Et puis, nous concernant directement sur le thème de la nourriture en conscience, eh bien, comment est-ce qu'on pourrait orienter, comment est-ce qu'on pourrait illustrer des schémas limitants répétitifs dans la relation à la nourriture? Eh bien, par exemple, Anne, stagiaire d'il y a 2 ans, qui évoquait, à pas feutré, à demi-mot, qui évoquait que dès qu'elle connectait des états de conscience supérieurs, dès qu'elle connectait cette énergie de vie, ce champ unifié quantique qui la reliait à elle-même dans sa globalité holistique, eh bien, Anne disait
que depuis toujours, elle, volontairement, elle remangeait pour se couper de ses connexions et disait-elle que c'était comme si elle n'en avait pas le droit, comme si c'était interdit pour elle et qu'en même temps ça la contrariait énormément, que ça la mettait vraiment dans la frustration, voire la colère envers elle-même et pourtant de ne pas savoir faire autrement. Ça donne par exemple cette personne qui se reconnaîtra que j'ai accompagnée en 21 jours Skype en février et qui, sur 21 jours Skype, eh bien, malgré lui avoir répété X fois que si elle avait besoin, si elle se sentait en difficulté, que ce soit jour ou nuit, de ne pas hésiter à m'appeler au regard de sa relation à la nourriture, c'est-à-dire que si elle avait des envies de manger à un moment donné, c'était tout à fait légitime et humain, et que nous pouvions aussi regarder ça de plus près. Je pouvais lui proposer un accompagnement spécifique, une pratique pour se distancier de cette envie et reconnaître la véritable faim de l'estomac, de la faim psychologique ou émotionnelle. Et bien sûr, cette personne qui en 21 jours ne m'a jamais une seule fois téléphoné en dehors des séances posées ensemble, c'est-à-dire 2 fois par jour, et qui sur 21 jours a mangé 3 fois et quasi à chaque fois des coquillettes avec du ketchup et de la mayonnaise. Donc non seulement de ne pas gérer ses envies de manger alors qu'elle n'avait absolument pas faim, ses envies de manger, mais en plus de manger quelque chose qui est plutôt beaucoup préjudiciable à la dynamique de détoxination dans laquelle elle était engagée sur ces 21 jours. Et donc elle-même de dire c'est plus fort que moi, je ne sais pas comment faire autrement. Et voilà, nous avons un engagement mutuel d'une pause alimentaire de 21 jours, tu m'accompagnes et pourtant je ne sais pas, je n'ose pas t'appeler et je préfère aller remanger ces coquillettes. Schéma limitant répétitif. Ça donne par exemple aussi cette autre personne qui a de l'or dans les mains, qui sait absolument tout faire dans à peu près tous les domaines de sa vie et qui pourtant quelque part est dans une dynamique d'auto-sabotage en commençant absolument tout et en ne terminant absolument jamais rien. Une personne que je connais depuis peut-être 25 ans, peut-être plus, et que j'ai toujours connue fonctionner comme ça. Et donc dans la dynamique alimentaire, d'avoir souhaité être pranique, d'avoir connecté l'état pranique, c'est-à-dire d'avoir stabilisé son poids et finalement de se réalimenter de façon tout à fait conventionnelle et de dire que de voir ses enfants manger, eh bien ça pouvait être plus sympa de manger avec, de façon conventionnelle une fois encore, et aussi d'avoir mis en avant sa relation au temps et de s'ennuyer que finalement pour passer le temps c'était bien aussi de manger. Et donc de retourner dans le schéma limitant antérieur à toute cette dynamique et toutes ces choses entreprises en vue de passer à une autre relation à la nourriture, à une relation plus épanouissante, plus saine et certainement plus libre. Et aujourd'hui d'être toujours dans ce même état avec lui-même. Alors bien sûr, si ces schémas de comportement limités, répétitifs, sont inconscients, il est déjà question dans un premier temps d'en prendre conscience. Et c'est pour ça que, en tout cas en prendre conscience par rapport à la croyance qui est sous-jacente, croyance de limitation, croyance d'interdit de vie, croyance de non mérité, et émotion qui peut être une émotion de colère orientée envers quelqu'un de spécifique et peut-être de s'auto-punir par rapport à cette colère et ce vécu à l'origine de cette colère envers cette personne, ou croyant punir cette personne en se limitant soi-même. Il y a cette colère qui peut être portée envers soi-même
et donc de nourrir une culpabilité, la culpabilité de nourrir cette colère dans les deux sens, et puis avec c'est peut-être cas de figure possible, cette culpabilité et cette colère, eh bien de renforcer ce schéma limitant et quelque part ainsi de se punir. En tout cas, si tout ce fonctionnement est plutôt inconscient, dans un premier temps d'en prendre conscience. Et c'est pour ça que certes, comment gérer, comment sortir, comment s'affranchir de ces limitations que nous avons nous-mêmes générées, finalement au regard d'un vécu non digéré, d'un vécu relationnel, d'un vécu émotionnel, d'un vécu en termes de croyance à l'issue de cette expérience de vie, et que ce soit dans n'importe quel domaine de vie, que ce soit amoureux, professionnel, alimentaire, quelle que soit la dynamique d'épanouissement dans laquelle vous seriez concerné au regard de cette vidéo. Ça peut être aussi dans le domaine sportif. J'ai connu un pongiste lors de séances de coaching auprès d'une équipe que je réalisais. J'ai connu un pongiste qui a participé à ces séances et qui me disait être angoissé à l'idée de gagner. Être angoissé, ça l'angoissait à l'idée de gagner des matchs. C'est quand même intéressant. Et donc cette angoisse favorisant largement le fait d'échouer, de perdre à ces compétitions. Et donc, au regard de tout ça, comment gérer? Il y a les réponses extérieures à soi et il y a les réponses intérieures à soi. Les réponses extérieures à soi, elles sont faciles. C'est d'aller voir quelqu'un, un professionnel, et de lui demander une séance. Alors ça peut être de la sophrologie dynamique, thérapeutique, ça peut être de la thérapie au sens large, ça peut être d'aller voir un professionnel du tapping, de l'EFT, ça peut être d'aller voir quelqu'un qui va vous faire une séance d'Ho'oponopono, ou alors de MDR, etc., etc., etc. Alors tout ça c'est très bien, bien sûr, mais comment espérer, je n'ai pas forcément la réponse, mais comment espérer quitter un comportement erroné avec un schéma limitant répétitif si la croyance à l'origine et les émotions à l'origine de ce schéma limitant restent présents. Parce que bien évidemment, s'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, car il faut aussi envisager des bénéfices secondaires à un schéma limitant répétitif qui peuvent largement expliquer que certaines personnes restent des années, voire toute leur vie dans ce schéma, eh bien, ces bénéfices secondaires ou ces avantages plus importants que les inconvénients ne vont pas inviter à quitter ce schéma. C'est bien compréhensible. Et au regard de ces avantages inconvénients, la question se pose et de savoir quelle est la véritable difficulté, quel est le véritable obstacle dans ce schéma répétitif. Santé, professionnel, amoureux, nourriture, sportif, etc., etc. Quelle est la véritable difficulté? Est-ce que c'est une difficulté importante, relative, peu importante, qui va générer autant de motivation, ou moins de motivation avec beaucoup ou pas du tout d'ambivalence? Et dans la balance, faire que les portes s'ouvrent vers une résolution, vers un lâcher-prise d'un fonctionnement que nous avions entretenu jusque-là, ou que les choses se maintiennent en l'état. Au regard de cette difficulté, quel serait le besoin? Difficulté, besoin. Quel serait votre besoin par rapport à ça? Avez-vous un besoin? Vous pouvez ne pas en avoir. Malgré qu'il y ait une certaine difficulté, vous pouvez ne pas avoir de besoin. Et par rapport à ce besoin, auriez-vous une demande envers vous-même ou envers un professionnel auquel vous pourriez vous adresser? Car s'il n'y a pas de demande et s'il n'y a pas de besoin, quand bien même il y a une certaine difficulté, vous êtes à peu près sûr de maintenir ce schéma, ce comportement, cette situation, ce contexte, cette insatisfaction, cette frustration avec vous-même. Et donc la question finale, c'est qu'est-ce que vous souhaitez en faire?
Qu'est-ce que vous souhaitez en faire? Est-ce que vous souhaitez maintenir les choses? Est-ce que vous souhaitez continuer d'être dans la limitation? Et peut-être faites-vous partie de ces gens qui disent c'est la vie, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, c'est la fatalité, mais de ne pas forcément être plus heureux pour autant. Peut-être vous faites partie de ces gens qui confondaient votre vie avec la vie, ce qui sont deux choses complètement différentes. Un schéma limitant peut s'expliquer par un deuil bloqué. Vous n'avez pas accepté un licenciement. Vous n'avez pas accepté une séparation. Vous n'avez pas digéré un événement de vie particulier, peut-être dans l'enfance, l'adolescence ou plus récemment. Un schéma limitant peut s'expliquer par une émotion, la peur, qui fait faire marche arrière, qui fait s'arrêter, être bloqué, et qui finalement fait revivre une même situation de vie, puisque la vie étant infiniment sage dans sa bonté, dans sa générosité, et d'avoir l'art, comme vous le savez, de nous remettre le plus souvent possible dans cette même situation, de contexte, de décors différents, mais de contexte de fond identique, puisque l'idée étant de dépasser les choses et d'apprendre, comprendre, évoluer, se réaliser. Et donc à tout à chacun de reconnaître ces modalités de vie, cette vie, ces choses qui se replacent dans notre vie, de manière à nous y colter, nous y confronter en vue de les dépasser. Un schéma limitant peut être aussi généré par autant d'injonctions, et en particulier d'injonctions parentales. Exemple, la petite fille, le petit garçon qui a grandi avec cette injonction X fois répétée toute son enfance, sois fort, eh bien va donner un adulte qui risque de ne pas s'autoriser à être faible et ainsi de se mettre en difficulté en générant des situations répétitives, le confrontant à ce schéma, à cette croyance qu'il faut être fort. Et ainsi, de ne pas savoir demander de l'aide, tout en se récupérant du travail, et cette personne elle-même d'aller vers toujours plus de travail, afin de répondre à cette injonction, et de générer beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, en particulier à un moment donné peut-être des difficultés de santé. Ou cet enfant qui va grandir avec « tais-toi » et de grandir et de donner un adulte qui ne saura peut-être pas s'affirmer et qui peut-être ne saura pas dire non et qui va dire oui à tout et qui aimerait parfois pouvoir dire non, mais de ne pas savoir dire non, va dire oui malgré lui ou malgré elle et de se mettre plus en difficulté qu'autre chose. Il y a ce soi fort, la personne ne va pas s'autoriser à être faible, à se reposer, à s'opposer, à demander de l'aide. Tais-toi, la personne ne va pas s'affirmer, ne va pas prendre son espace, ne va pas savoir dire non. Fais vite. Eh bien, fais vite, ça va peut-être donner un adulte plus tard qui va être plus sur le côté quantitatif que qualitatif et ainsi générer une mauvaise qualité de travail à l'usine, tout simplement sur son poste. Vous faites peut-être partie de ces personnes qui ont grandi avec l'injonction répétée X fois que vous deviez être gentil, sois gentil, entre parenthèses, sois gentil ou je ne t'aime plus. Et donc sois gentil. Qui plus est ou je ne t'aime plus et que de toute manière l'enfant n'a pas été aimé, n'a pas été désiré et va courir après cet amour en étant gentil, en répondant à l'injonction parentale. Et une fois encore, sois gentil de ne pas savoir s'exprimer, de ne pas oser dire ce que la personne pense, de ne pas établir de saines et justes relations humaines dans son entourage personnel
ou professionnelle. Vous avez aussi ces enfants qui se construisent avec une programmation de fidélité. Sois fidèle au clan familial, sois fidèle à la tradition parentale d'être médecin comme ton père et ton grand-père, ou d'être avocat comme ta mère et ta grand-mère. Et ainsi de se construire sur des bases inappropriées. Or, un schéma limitant qui repose sur une croyance comme une injonction, sois fort, sois gentil, sois fidèle, sois rapide, tais-toi, etc., etc., eh bien, cache un message. Quel est le message? Quel est le message d'une croyance limitante? Eh bien, à soi fort, ça va être autorise-toi à te poser, à te reposer. Autorise-toi à être fatigué. Ressens cette fatigue. Tu as le droit aussi d'être fragile, d'être faible. Ce qui te rendra d'autant plus fort que de reconnaître aussi ta nature humaine, de ne pas être surhumain, de ne pas être un surhomme ou une surfemme. Quel est le message caché de « sois gentil » ? Eh bien, arrête d'être gentil, sois vrai et authentique. Quel est le message caché de « tais-toi » ? Affirme-toi, prends ta place, dis les choses. Quel est le message de « sois fidèle » ? Eh bien, non pas sois infidèle, mais plutôt sois en accord avec tes propres aspirations, qu'elles suivent ou non la lignée familiale. Alors bien sûr, pour revenir au thème qui nous concerne, la nourriture en conscience, au regard de tous ces schémas limitants et qui se répètent, quelle que soit la dynamique personnelle, professionnelle, amoureuse, sportive, santé, et bien évidemment, que ce soit des réponses extérieures en allant voir un spécialiste, un thérapeute, un professionnel de la santé psychocorporelle, que ce soit de se poser, d'identifier les mécanismes, de reconnaître la croyance, l'émotion, l'injonction, le deuil bloqué qui pourrait être à l'origine de. Dans tous ces cas de figure, une pause alimentaire permet aussi de lâcher des schémas limitants et répétitifs. Bien évidemment, une seule approche, un seul outil, une seule méthode, une seule pratique peuvent largement ne pas suffire pour résoudre, dépasser un schéma limitant, mais à minima, nous générons nous-mêmes ces schémas limitants, une fois encore sur la base de notre vécu, peut-être non digéré, de certaines émotions non digérées, et ainsi de créer nous-mêmes des croyances qui vont nous faire attirer ces mêmes situations. Ainsi, une pause alimentaire permet à ces mémoires, en partie, de s'assécher, de se déprogrammer, en ne mangeant plus, que ce soit une journée par semaine, que ce soit de participer à une pause alimentaire en mode résidentiel, en stage, qui plus est loin de chez vous, extrait de votre quotidien, ou quand bien même, selon vos préférences, au regard de vos contraintes de vie, du quotidien, quand bien même chez vous depuis votre ordinateur en suivi à distance par Skype, eh bien la pause alimentaire permet de ne plus nourrir de toxines l'organisme, mais aussi de toxines, croyances erronées, émotions non digérées, qui constituent aussi des toxines pour l'organisme et pour l'être dans sa globalité, eh bien permet de ne plus nourrir ces schémas limitants erronés, en partie ou complètement. Il y a bien des comportements, par exemple de dépendance alimentaire, de compulsion au sucré, qui ont sauté après un stage en pause alimentaire. Je pense
à plusieurs personnes qui étaient dans ce cas de figure et qui, à leur grande surprise, au retour chez elles et dans les semaines qui ont suivi, ne sont pas retournées à une relation compulsive à la nourriture. Pour une personne en particulier, tous les jours à 17h, qui était dans le fait de se remplir et n'ayant absolument pas faim, de se remplir pour étouffer, anesthésier certaines choses à l'intérieur, au regard d'un vécu de couple qui était pathologique et qui avait fini par et qui s'était terminé par un divorce, mais quand bien même 10 ans plus tard de porter encore tout ça en elle, ou de cette autre personne qui le soir, quand bien même avoir dîné, eh bien ne pouvait pas faire autrement que de grignoter pour caler une solitude qui était pénible pour elle, et quand bien même de ne pas pouvoir faire autrement que de compenser cette solitude sans pour autant la dépasser en étant en relation épanouie avec une tierce personne, et en l'occurrence dans sa vie amoureuse, etc., etc. Donc, solution extérieure, constellation familiale, voilà, très bien, peut-être, ou ça ou autre chose, les bonhommes allumettes, pourquoi pas, bien sûr, mais l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Ce schéma de limitation est l'expression de ce qui s'est construit à l'intérieur, donc à moins d'identifier, de reconnaître en toute transparence, honnêteté, objectivité, cette construction avec soi-même à l'intérieur, d'aller voir quelqu'un, un thérapeute, etc. Sauf si cet thérapeute vous accompagne dans le fait d'identifier en vous ces choses qui sont en vous, bien sûr, mais sinon, je ne crois guère à des solutions miracles qui permettraient de sortir de fonctionnements chroniques qui peuvent durer depuis des années. Dans un premier temps, manger moins, manger mieux, manger avec plus de conscience, ça s'appelle se nourrir. Être honnête dans le fait de se nourrir au regard d'une véritable faim de l'estomac, et plus du tout d'une faim mentale ou émotionnelle qui relève d'une programmation le plus souvent soit de compulsion, soit d'anesthésie avec soi-même, ou d'une histoire d'un morceau de sa vie que l'on veut étouffer avec la nourriture et qui en fait ne marche pas. Eh bien, la pause alimentaire permet en partie de déprogrammer tout ça, et parfois complètement. Surtout avec une démarche consciente avec soi-même, pendant cette pause alimentaire, ou quand bien même sans pause alimentaire, dans votre relation à la nourriture. Quand vous mangez, de se poser, d'observer ce qui se passe avec vous-même. Car de la façon dont vous mangez, eh bien, vous nourrissez, vous renforcez aussi ces schémas limitants répétitifs. Alors, tant qu'à faire, mangez moins, mangez mieux, arrêtez de manger mécaniquement, compulsivement, de façon anesthésiante, de façon limitante, de façon intoxicante. Apprenez à vous nourrir de façon saine, déployante, pour tous les niveaux de l'être qui sont en vous, qui sont en chacun. Physique, mental, émotionnel, spirituel. Et pour cela, la conscience permet de distinguer les impasses autant que les boulevards qui se dégagent et qui se profilent devant soi et qui invitent à s'y engouffrer, et pour une véritable réalisation de soi dans sa vie. Merci à vous pour avoir écouté, pris le temps de cette écoute, de ce visionnage. N'hésitez pas à me poser un maximum de questions, à me contacter si vous souhaitiez aller plus loin au regard de cette thématique, les schémas limitants répétitifs. Et à très bientôt. Au revoir.